Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce lundi 3 novembre. Nous reviendrons sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État qui a salué la teneur du projet de loi prévoyant des mesures drastiques et rigoureuses à même de réduire les accidents de la route. Le raccordement des grands projets agricoles des cultures stratégiques au réseau électrique figurait également à l'ordre du jour de cette réunion. Et à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, le président de la République a reçu plusieurs messages de vœux de la part de ses homologues et dirigeants de nombreux pays. Les détails dans un instant. Nous écouterons dans ce journal les déclarations du ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimé hier lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision Al 24 News. Il est notamment revenu sur la question du Sahara occidental et le pseudo-plan d'autonomie. Et nous irons à Oran où se tient le Festival international du film arabe, un rendez-vous qui, au-delà des projections et des œuvres en compétition, met l'accent sur la formation et le partage d'expériences à travers notamment plusieurs ateliers dédiés aux passionnés du 7e art. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique, ainsi qu'à des exposés portant notamment sur le raccordement des grands projets agricoles des cultures stratégiques au réseau électrique et les nouvelles dispositions prévues dans le projet du Code de la route. Bedia Amarni. Des mesures drastiques et rigoureuses pour réduire les accidents de la route. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre en considération plusieurs points. Les amendements apportés au Code de la route doivent faciliter les missions de la justice et des corps de sécurité permettant d'engager les mesures légales appropriées. La nécessité d'accréditer des agents assermentés par la justice chargée de contrôler les véhicules et d'enquêter sur les accidents de la route afin de déjouer toute tentative de falsification et de fausses déclarations dans les rapports techniques et procéduraux, l'instauration d'examens médicaux périodiques et inopinés pour les conducteurs de tout type de transport. Pour ce qui est du raccordement des grands projets agricoles des cultures stratégiques au réseau électrique, un exposé a été présenté par le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, faisant état d'importantes réalisations, notamment le raccordement de 100 432 exploitations agricoles à l'électricité et l'alimentation en électricité et en gaz des projets d'investissement stratégiques menés avec des partenaires de l'Algérie. Le président a ordonné un suivi rigoureux du projet d'interconnexion électrique entre le nord et le sud du pays, au vu de son rôle stratégique dans l'amélioration de la qualité des services. Le président a enjoint d'orienter le surplus de production électrique vers l'exportation à destination de l'Europe ou de l'Afrique. S'agissant du projet d'orientation agricole, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour coordonner avec le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations pour procéder immédiatement à l'importation de moissonneuses et de matériel de semis avec la possibilité d'importer des machines de moins de 5 ans destinées à la récolte du maïs et des graines oléagineuses, y compris le tournesol. Il l'a également instruit pour préparer un nouveau projet de loi d'orientation agricole pour une organisation définitive du secteur selon une vision prospective associant des spécialistes. Le Conseil des ministres a également approuvé après examen et débat le projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique, ainsi qu'un projet de décret présidentiel portant ratification de l'accord de siège entre l'Algérie et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l'ouverture d'un bureau extérieur de l'OMPI en Algérie. À l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du président de la République populaire de Chine, dans lequel il présente ses chaleureuses félicitations ainsi que ceux du gouvernement et du peuple chinois. Dans ce message, le président chinois souligne également la profonde amitié entre l'Algérie et la Chine, renforcée par 67 ans diplomatiques, ainsi que le développement stable et fructueux de leur coopération.
Et toujours à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux de Sa Majesté le sultan d'Oman, pays frère, Haytham Ben Tariq. À l'occasion de la journée nationale de la République algérienne démocratique pays frère, nous adressons à votre Excellence nos plus chaleureuses félicitations et nos vœux les meilleurs et souhaitons à votre cher pays une stabilité durable et davantage de progrès et aux relations de partenariat entre nos deux pays, prospérité et développement à tous les niveaux, lit-on dans le message de vœux. Le président de la République a également reçu un message de vœux du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali. Je tiens à adresser à votre Excellence et à travers vous, au peuple algérien frère, les plus chaleureuses félicitations et les vœux les meilleurs de progrès et de prospérité, en vous souhaitant santé, bien-être et succès. Alors que cet anniversaire intervient à un moment où le monde est témoin des réalisations de l'Algérie, nous saluons avec gratitude et considération la position de l'Algérie en faveur de la lutte du peuple sahraoui, ainsi que sa fermeté dans ses convictions et son alignement avec son histoire en soutien à la légalité internationale. Félicitations à l'Algérie pour sa glorieuse révolution et son indépendance totale. Puisse-t-elle aller de gloire en gloire. Fin du message du vœu du président sahraoui. De son côté, le président nord-coréen Kim Jong-un a lui aussi envoyé un message de vœux au président de la République. Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, il me plaît de vous présenter, ainsi qu'à votre peuple, mes vœux à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, en souhaitant que les relations amicales coréano-algériennes se développent au service des intérêts communs des peuples des deux pays. Le président de la République a reçu aussi un message de vœux de la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, en son nom personnel et au nom du peuple indien, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Dans son message de vœux, la présidente de la République de l'Inde a souligné les liens historiques communs dans la résistance aux colonisateurs et la défense de la liberté, ce qui a consolidé les relations bilatérales fortes au cours des dernières années en intensifiant les efforts pour la concrétisation d'un partenariat prometteur dans les prochaines années. Droupadi Murmu a réaffirmé au président de la République, après sa visite l'année dernière en Algérie, son engagement à poursuivre la coordination avec lui à l'avenir en Inde, au mieux des intérêts des deux peuples, lui souhaitant santé, succès et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien. Toujours à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution nationale, le président de la République du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, et sa vice-présidente Rosario Murillo ont adressé en leur nom et au nom de leur peuple leurs sincères vœux au président de la République, réaffirmant cette occasion historique leur ferme engagement à poursuivre le renforcement des liens de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples et les deux gouvernements, souhaitant au président de la République réussite et succès et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien. Le président de la République a également reçu un message de vœux de son frère, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, dans lequel il s'est dit profondément fier des relations ancrées et historiques unissant les deux peuples frères. À cette occasion, Mahmoud Abbas a salué le soutien que les dirigeants et le peuple algérien n'ont cessé d'apporter au peuple palestinien pour alléger ses souffrances, ainsi que sa défense énergique et sincère dans les forats internationaux et à tous les niveaux. Prions Dieu Tout-Puissant d'accorder santé et bien-être au président de la République et de gratifier l'Algérie, son gouvernement et son peuple davantage de progrès et de prospérité. Le président de la République a reçu un message de vœux de Jordanie, de Abdallah Thani. Dans son message, le roi de Jordanie a exprimé en son nom et au nom du peuple jordanien ses meilleurs vœux et ses sentiments fraternels, priant Allah Tout-Puissant d'accorder santé et bien-être au président de la République et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien frère. Le roi du royaume de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, a également adressé ses meilleurs vœux au président de la République et au peuple algérien, exprimant sa volonté de développer les relations bilatérales amicales et solides qui unissent les deux peuples frères et de les promouvoir dans des années à venir. Il a en outre souhaité au président de la République santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien sous sa direction éclairée.
Dans l'actualité également, cet entretien accordé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, à la chaîne de télévision Al24 News, qui est essentiellement revenu sur la question du Sahara occidental et le pseudo-plan d'autonomie marocain. Ahmed Attaf a souligné que les fondements de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution 2997 du Conseil de sécurité de l'ONU, précisant que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale et à la Charte des Nations Unies. On l'écoute. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé. Le texte a été expurgé des deux références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Quatrième point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'une année. Ahmed Attaf a déclaré que ce projet de résolution était tellement déséquilibré qu'il ne reflétait que la position d'une partie. Je vous invite à l'écouter. Ce draft, ce projet de résolution, était tellement déséquilibré, il était tellement partial, au point qu'il ne reflétait que la position d'une partie. C'était tellement outrancier qu'au bout du compte, il y a eu 8 pays, c'est-à-dire 8 pays, plus de la moitié des membres du Conseil de sécurité, qui ont introduit des amendements. Il n'y avait pas que l'Algérie qui avait introduit des amendements. 8 pays, de tous les continents, ont introduit des résolutions parce qu'ils ont estimé que c'était trop, que le texte était trop partial, trop déséquilibré, trop en faveur d'une partie. Le plan d'autonomie. À la résolution 1514 et non pas conditionné au contenu du plan d'autonomie marocain. Et 3, la MINURSO doit être prorogée pour remplir sa mission d'organisation du référendum. S'agissant du document du 10 plan d'autonomie marocain, Ahmed Attaf a déclaré que ce document ne contenait dans ses pages aucun contenu politique ni juridique. Il a été soumis à tous les membres des Nations Unies, sauf aux Sahraouis. On l'écoute. Très légère. 4 pages et un paragraphe, pour être honnête. Ça ne peut pas être décemment appelé un plan. Il n'y a absolument aucun contenu politique, aucun contenu juridique. Ce document était soumis aux 193 États membres de la communauté internationale, sauf aux principales concernés, les Sahraouis.
n'a jamais été soumis aux Sahraouis. Jamais. Deuxièmement, ce plan manque tellement de consistance, manque tellement de substance, qu'aucun des 4 envoyés aux représentants personnels du secrétaire général pour le Sahara occidental l'a estimé suffisamment sérieux pour le soumettre à discussion. Il n'a jamais été soumis à discussion. Parce que tous les secrétaires généraux, tous les représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies qui se sont succédés ces dernières décennies ont rapidement vu qu'il n'était pas sérieux. Troisièmement, même l'actuel représentant personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura. Staffan de Mistura, en avril dernier, à l'occasion de la première réunion annuelle du Conseil de sécurité, et en octobre récemment, il s'est adressé directement à l'occasion de 2 réunions à huis clos du Conseil de sécurité, directement au représentant du Maroc, pour lui dire: votre plan manque de sérieux, nous avons besoin de plus de consistance, nous avons besoin de plus de substance pour porter un jugement, parce que tel quel, il ne représente pas une base sérieuse de discussion. Donc en fait, ce plan, ce soi-disant plan d'autonomie du Maroc, n'a jamais été conçu par le Royaume du Maroc comme la base d'une solution possible au conflit du Sahara occidental. Le Maroc tente donc une nouvelle fois de présenter la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental comme une victoire diplomatique. Pourtant, le texte onusien ne reconnaît en rien la souveraineté qu'il revendique. Il réaffirme au contraire, comme on vient de l'entendre, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Maïssa Leboal. Le Maroc a une nouvelle fois tenté de présenter la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental comme une victoire diplomatique. Rabat y voit à tort une reconnaissance implicite de son projet d'autonomie. Pourtant, le texte onusien, loin d'accorder au Maroc la souveraineté qu'il revendique, réaffirme le principe du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Derrière les lectures politiques divergentes et les annonces officielles, la réalité demeure inchangée. Pour le Maroc, la bataille diplomatique se poursuit sans réel progrès sur le terrain. La résolution adoptée par le Conseil de sécurité, jugée ambiguë par plusieurs observateurs, évoque à la fois la nécessité d'un règlement négocié entre les 2 parties et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, tout en mentionnant la proposition marocaine d'autonomie de 2007 comme base des discussions, sans pour autant reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire. Alors que certaines voix politiques y voient un signe d'espoir, notamment à travers la prolongation du mandat de la MINURSO d'une année supplémentaire, d'autres plus réalistes estiment que le Conseil de sécurité n'a apporté aucun changement concret au statut du territoire, toujours considéré par l'ONU comme non autonome. Ainsi, entre discours diplomatiques et réalité politique, le dossier du Sahara occidental demeure dans l'attente d'un véritable tournant capable de relancer le processus de règlement. Et on revient chez nous pour vous parler de littérature avec la tenue du Salon international du livre d'Alger, une édition marquée par une participation record de maisons d'édition et d'institutions nationales qui exposent une production littéraire variée, couvrant de nombreux domaines. Une visite à travers les stands de l'ANP, de l'ANEP et de l'Académie algérienne des sciences et de technologie vous est proposée par Badia Amarni. L'armée nationale populaire participe à la 28e édition du Salon international du livre avec un nombre important de publications dans différents domaines. Une participation forte qui démontre la place de l'ANP qui s'impose au service de l'Algérie. L'École supérieure militaire de l'information et de la communication prend part au Salon international du livre en présentant la revue Al-Misdaqiya, qui est une revue scientifique internationale publiée par l'école 2 fois par an. Elle publie des études et des recherches relatives aux sciences de l'information et de la communication, aux sciences politiques et relations internationales, de même que les études sécuritaires. L'établissement des éditions populaires de l'armée est une entreprise à caractère industriel et commercial. Elle répond à la demande de l'armée en matière de publication, de même qu'aux besoins des entreprises publiques et privées. En tant que jeunes, nous saluons les réalisations de notre armée. Nous sommes venus
venus nous enquérir de ces nouvelles publications. Nous sommes contents de trouver au SILA un pavillon dédié aux publications de notre armée. Des ouvrages importants ornent les étagères des stands du SILA, notamment ceux réservés aux institutions nationales qui présentent des livres chacun dans son domaine. L'ANAP participe avec tout son catalogue composé de près de 800 titres. La qualité est le premier objectif de l'ANAP. Nous sommes présents avec un nombre de publications des membres de l'Académie. Ils couvrent les différents domaines de la science et de la technologie, la physique, la chimie, les maths et même l'environnement. Très heureux d'être aussi là et de découvrir les nouveaux titres dans différentes spécialités. Nous avons de nouvelles publications, notamment une série de 10 tomes sur les héros de la résistance populaire en langue arabe et anglaise destinée aux enfants. Le SILA s'est imposé au fil du temps comme un carrefour culturel incontournable des amoureux du livre et a réussi à transmettre la passion de la lecture, notamment aux nouvelles générations. Direction à présent l'ouest du pays, à Oran, où se tient le Festival international du film arabe. Un rendez-vous qui, au-delà des projections et des œuvres en compétition, met l'accent sur la formation et le partage d'expériences à travers notamment plusieurs ateliers dédiés aux passionnés du 7e art, scénario, cinéma mobile, des espaces d'échange et de créativité pour les jeunes talents. Yasmine Amri. Au-delà des projections et des œuvres cinématographiques en compétition, la 13e édition du Festival d'Oran du film arabe met également l'accent sur la formation et le partage d'expériences à travers plusieurs ateliers dédiés aux passionnés du 7e art. Nous sommes venus aujourd'hui en tant que stagiaires pour mieux découvrir le monde du cinéma, un art qui nous passionne profondément. Nous avons eu l'honneur de participer à ces ateliers sous la direction de formateurs venus de l'étranger, notamment de l'Institut Al-Jazeera. Nous y avons beaucoup appris l'écriture de scénarios, la manière de le présenter, de le promouvoir, ainsi que la collaboration avec le producteur. Parmi ces espaces d'apprentissage, 2 ateliers se distinguent, celui du scénario et celui du cinéma arabe, où créativité et technique se rencontrent. Encadrés par des professionnels, les participants y trouvent une opportunité unique pour apprendre, échanger et développer leurs talents. Le passage du tournage à la caméra vers celui réalisé au téléphone portable ou encore du montage en studio vers celui sur mobile représente un véritable défi, mais grâce aux compétences acquises durant cette formation, les stagiaires sont désormais capables de produire des montages de qualité professionnelle directement sur leur téléphone à travers différentes applications. Ils partagent tous la même passion pour l'écriture et démontrent un réel talent. Un talent qui, selon moi, ne demande qu'à être perfectionné par la maîtrise des techniques afin de se concrétiser pleinement et ne pas se perdre en chemin. Une expérience riche en échanges et en créativité qui permet aux participants d'acquérir de nouvelles compétences. Ces ateliers se poursuivent tout au long du festival, offrant une immersion totale dans l'univers du cinéma arabe. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.